eu avec les organisateurs du webinaire et de vous montrer un petit peu quel est l'apport d'un projet de recherche, donc qui est mon projet de recherche de thèse, sur des notions très spécifiques de recherche, mais en ayant toujours en tête d'avoir des applications cliniques, puisque c'est toujours le maître mot quand on vient de la clinique, on a envie que sa recherche reparte dans la clinique. Du coup, ce projet a eu lieu donc sur l'université Lyon 1 et l'université Gustave Eiffel en France entre 2020 et 2023. Et il a été cofinancé avec une entreprise qui s'appelle Texisens, qui font des textiles connectés. Pour comprendre un petit peu le contexte de la thèse, mais bon, vous connaissez bien les chiffres, hein, on a plus de 65 millions d'utilisateurs dans le fauteuil roulant dans le monde. En France, c'est 62 pour 10 000 et c'est sans cesse en augmentation. Donc ça, c'est un chiffre français, mais on pourrait retrouver le même genre de chiffre pour le Québec et le Canada. Comme vous êtes tous ergothérapeutes, vous savez que la population est très variée. On a des personnes en fauteuil pour vieillissement, accidents, maladies dégénératives, pathologies congénitales et ou génétiques. Et que du coup, ça entraîne des handicaps variés. On a certains patients qui marchent encore, on a d'autres où la motricité des membres inférieurs est préservée, d'autres où la sensibilité de la zone fessière est préservée ou pas, etc. Qu'est-ce qu'on sait un petit peu de leur comportement au fauteuil dans une journée? Les études de Sonnenblum ont montré qu'en moyenne, un utilisateur de fauteuil roulant restait vers 10,6 heures par jour dans son fauteuil roulant, qu'il y avait plusieurs modes de propulsion, la propulsion motorisée, bimanuelle, bipodale, mixte, un bras, une jambe. Et que les déplacements de ces utilisateurs de fauteuil roulant sont plutôt brefs et de faible intensité. On est sur des distances de 12,5 mètres à 0,68 mètres par seconde en fauteuil roulant manuel. Comme vous le savez aussi très bien, la base d'assise, qui est donc les bassins et le fémur, complexifie un petit peu nos stations assises, puisqu'on a une instabilité antéro-postérieure, on a des mouvements d'antérétroversion de bassin qui sont liés à l'anatomie de notre bassin, avec nos deux tubérosités sciatiques et le sacrum qui ont tendance à rouler vers l'avant. Et donc, il y a quelques études qui ont montré que naturellement, quand on s'assoit, on met entre 22 et 30 degrés de rétroversion de bassin par rapport à la position neutre. Ce n'est pas toujours la position que l'on veut pour nos utilisateurs de fauteuil roulant, mais en tout cas, c'est un fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour avoir une meilleure immersion des ischions, être plus en appui sur sa branche sciatique. Et puis, ça va permettre également de détendre un peu les ischio-jambiers. On a la stabilité latérale qui est gérée par les appuis rétro-trochantériens et on voit bien que du coup, on a une énorme marche entre la hauteur du fémur et la hauteur de nos ischions, ce qui explique un petit peu aussi cette instabilité antéro-postérieure. Alors, vous savez que la plaie de pression ou escar, c'est une lésion qui est localisée à la peau et ou au tissu mou sous-jacent résultant d'une pression ou d'une pression combinée à un cisaillement. Ça, c'est la définition la dernière définition en date. Son origine est multifactorielle. On sait qu'il y a des facteurs personnels intrinsèques à la personne qui vont favoriser ou pas l'apparition d'une plaie de pression. Mais on sait également que des facteurs externes que l'on peut un petit peu mieux contrôler peuvent entraîner une plaie de pression, comme une pression intense ou prolongée, ou une combinaison de pression et de cisaillement. Pourquoi c'est important? C'est que 42,4% des plaies de pression ont lieu chez les utilisateurs de fauteuil roulant. Et chez le blessé médulaire particulièrement, on a une prévalence de 10% de plaies de pression. C'est 25% du coût total de la prise en charge et ça baisse énormément la qualité de vie des blessés médulaires en fauteuil roulant. Donc c'est un enjeu clinique, sociétal et économique important. Vous le savez tous, on a deux modes de déplacement en général, donc avec la propulsion manuelle avec des fauteuils roulants manuels ou de la propulsion motorisée avec des fauteuils roulants motorisés. Que globalement, un fauteuil, c'est une base roulante, un châssis plus un système de conduite avec une base d'assise sur lesquelles on va pouvoir y adjoindre des éléments d'aide à la posture permettant de mieux installer nos utilisateurs de fauteuils roulants. Il faut savoir également que les travaux de Sonnenblum ont montré que des manœuvres de déchargement étaient plus ou moins efficaces avec les utilisateurs de fauteuils roulants,
avec quand on se penche vers l'avant, par exemple, on peut réussir à décharger de 30% si c'est un léger penchement vers l'avant. Par contre, on va pouvoir décharger jusqu'à 80% si on vient vraiment s'allonger sur ses jambes. Donc, ce qui montre un petit peu qu'on a quand même une action de nos comportements sur la pression de l'assise. Ces efforts, comme bah, l'étude de Sonnenblum nous l'a montré, bah, ils ont été pas mal mesurés dans les études grâce à la nappe de pression qui a une certaine incertitude de mesure de l'ordre de 10%, mais qui permet quand même de tirer des conclusions sur le lien entre les réglages du fauteuil roulant et les pressions. Voilà, on sait qu'on a des pics sous les ischions qui peuvent varier de 10 kPa à 25 kPa en fonction de l'angle bascule d'assise du fauteuil roulant, par exemple, que c'est influencé par la pathologie. On a des pics qui peuvent être le double chez les blessés médulaires par rapport à des personnes valides. On sait également que s'il y a déjà eu une plaie de pression, et ben, également ces pics peuvent être augmentés par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu de plaie de pression dans son passé. Concernant les efforts tangentiels, alors antéro-postérieurs, hein, puisque notre roulement du bassin a plutôt tendance à aller vers l'avant, vers l'avant, donc dans le sens antéro-postérieur. Donc on s'est intéressé surtout à ces cisaillements-là ou à ces efforts tangentiels-là. Ben, en fait, dans la littérature, ils ont été très peu étudiés et uniquement en laboratoire. Ces études ont pu montrer du coup un lien quand même avec le réglage du fauteuil roulant. Donc, par exemple, un réglage d'angle de bascule et de dossier, bah, on peut avoir des efforts tangentiels globaux qui vont varier de 5 newtons à 85 newtons. Alors, il faut savoir que quand même, les efforts tangentiels, n'étant pas soumis à la force de pesanteur qui est de 9G, ben, ils sont quand même 10 fois, en moyenne quand même 10 fois inférieurs aux efforts normaux au niveau de l'interface homme-siège. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi que ces efforts tangentiels, même si on n'arrive pas à les mesurer aujourd'hui, ils ne représentent pas quand même des gros efforts par rapport, en tout cas en statique, ils ne représentent pas des gros efforts par rapport à l'effort normal qui est soumis à la pesanteur, donc qui est x10 par rapport au poids de la personne, par exemple. On a également un modèle multicorps rigide qui a permis de prédire ces efforts tangentiels par les travaux de Kobara en 2008. Et il existe un outil de mesure écologique, mais qui n'est pas à l'interface homme-siège, il se place sous le coussin. C'est l'ISHIR, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un capteur qui permet de voir un peu les efforts antéro-postérieurs entre le coussin et la base assise du fauteuil. Donc, après, sa validité, pareil, elle est quand même soumise à questionnement, puisque pour l'instant, elle n'a été validée que sur une charge morte. Il n'y a pas eu de validation réelle comme pour la nappe de pression. Alors, on s'est dit, bah, c'est très bien tout ça, mais c'est beaucoup en statique. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était la propulsion en fauteuil roulant. Qu'est-ce qui se passe lors de la propulsion en fauteuil roulant? Donc, on a fait une scoping review permettant d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait pour les efforts à l'interface homme-siège lors de la propulsion en fauteuil roulant. Donc, on a recensé que 11 études, ce qui n'est pas énorme. Les nappes de pression étaient de marques différentes et de résolutions différentes, ce qui a été difficile de comparer du coup les différentes études entre elles. Et les paramètres étudiés et leurs relations temporelles étaient également très variables. On avait la pression moyenne spatiale, les pics de pression ou le peak pressure index. Alors, le peak pressure index, c'est un c'est un paramètre qui en fait permet de mesurer plutôt une surface, c'est-à-dire qu'il est configuré pour mesurer une surface de 10 cm autour du capteur qui donne le pic, ce qui permet d'essayer de cibler des zones comme les ischions droite, gauche, voire le sacrum dans certaines circonstances. Et du coup qui est moins dépendant de la résolution de la nappe de pression, ce qui est assez intéressant et pour ça qu'il a été créé. La force normale globale ou totale, hein. Et puis, bah, dans les études, on a pu remarquer qu'il y en avait qui parlaient de la moyenne, d'autres qui parlaient du minimum, d'autres qui parlaient du maximum de l'enregistrement de la propulsion. Globalement, qu'est-ce qui s'en est ressorti? Bah, qu'on a une moyenne temporelle qui peut varier en fonction des études entre 76% et 112% de la valeur statique, qu'on a des amplitudes de variation qui peuvent varier de 30% à 230% de la valeur statique en fonction des études. Donc, c'est quand même
pas très stable, et il y a quelques études qui ont mis en évidence un déplacement des ischions. Donc, ils n'ont pas mesuré directement les efforts tangentiels, mais ils ont mesuré un déplacement des ischions. Or, un déplacement des ischions, ça veut dire qu'il y a un effort tangentiel tel qu'il y a eu déplacement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des grosses forces. Et donc, pas de mesure des efforts tangentiels. Donc, on s'est posé un peu la question, bon, quel est l'impact de l'activité sur les efforts à l'interface homme-siège? Est-ce qu'il est possible de mesurer ou de prédire les efforts tangentiels en dynamique? On sait que les efforts en statique sont influencés par les réglages du fauteuil roulant, le type de coussin, la posture, la pathologie. Qu'en est-il en dynamique? Sachant qu'on est toujours sur un enjeu clinique, sociétal et économique important. Euh, donc, on a essayé d'aller documenter dans un premier temps les deux types d'efforts en conditions de laboratoire écologique. Puis on a essayé de prédire les efforts tangentiels en dynamique en créant un algorithme de machine learning de prédiction. On en parlera tout à l'heure. Et puis après, on a fait une manip plus écologique pour essayer de comprendre un petit peu plus ces efforts chez les utilisateurs de fauteuils roulants. Donc pour documenter un petit peu l'impact des efforts en dynamique sur les efforts à l'interface, on a utilisé un siège expérimental du laboratoire qui permettait de mesurer les efforts tangentiels antéro-postérieurs euh, total, mais qui avait également une matrice de 52 vérins, donc c'est pas les 1024 capteurs d'une nappe de pression, mais c'est quand même 52 vérins qui ont la capacité de mesurer les efforts dans les trois dimensions. Ce qui nous permettait de mettre en relation les efforts de cisaillement, les efforts tangentiels avec les efforts normaux de pression sur le même outil, sur lesquels on a quand même mis les nappes de pression pour pouvoir aussi comparer nos résultats avec la littérature. Les personnes se sont assises dans le siège expérimental. On a eu des patients, des personnes valides qui ont été inclus dans l'étude et des personnes utilisatrices de fauteuil roulant, essentiellement des paraplégiques issus de blessures médulaires. Donc, on a exporté du siège la force tangentielle globale, la force normale globale, la localisation des pics normaux sur les 52 V1. Donc, on a une précision un peu moins importante que pour une nappe de pression. Également, la même chose pour les pics tangentiels. La valeur du pic tangentiel, la valeur du pic de pression, comme on voulait le mettre en relation avec les autres études, on a utilisé plutôt la nappe de pression. Le centre des pressions qui a tendance à mesurer l'équilibre en position assise, comme vous l'utilisez peut-être déjà quand vous avez des nappes de pression. Et puis on voulait un peu comprendre un peu ce que ça voulait dire le centre des cisaillements, puisque c'est pareil, il y a un centre des cisaillements, hein, c'est le barycentre des efforts, hein, donc il existe également. Donc on l'a exporté pour essayer de comprendre un petit peu son impact. Et de la nappe, du coup, comme je vous l'ai dit, on a exporté la pression moyenne spatiale et le PPI afin de pouvoir comparer avec la littérature. On a regardé comme paramètre la moyenne, le maximum et l'amplitude de variation. L'amplitude de variation, c'est le maximum d'amplitude. On va avoir un signal un peu cyclique. Mais comme on va forcément une fréquence avec les nappes, on n'a pas une fréquence d'acquisition très importante. On ne pouvait pas se fier forcément à un cycle. Du coup, on a décidé de choisir en fait la plus grosse différence au cours de l'enregistrement enfin la plus grosse différence de signal pendant l'enregistrement. Donc, on a appelé l'amplitude de variation. Donc, on a utilisé du hand cycling, un pédalier en bimanuel, puisqu'on ne pouvait pas équiper le fauteuil de main courante de façon optimale pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Et du coup, on a demandé, comme on voulait une activité peu importante, on a demandé de garder le dos en contact avec le dossier. On a recruté 102 participants valides, 15 participants paraplégiques, et donc on a fait deux enregistrements, un enregistrement statique de 5 secondes qui permettait d'avoir une référence statique, et un enregistrement dynamique de 10 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on a pu observer? Ben, on a observé que les efforts normaux étaient bien supérieurs aux efforts tangentiels, comme ce qu'on imaginait bien, puisqu'on les sont soumis à la même en statique, qui sont soumis à la force de pesanteur, alors que les efforts tangentiels ne le sont pas. On a des PPI qui sont similaires à ce qu'on peut retrouver dans la littérature avec l'étude de TAM et collaborateurs, par exemple. En statique, a priori, les pics de pression et les pics tangentiels sont à peu près au même endroit, et le barycentre des pressions et des cisaillements également.
Quant aux résultats en dynamique, on a toujours cette différence importante des efforts entre les efforts tangentiels et les efforts normaux, ce qui est normal, comme on l'a expliqué, et puis avec du coup une variabilité par rapport à la littérature, mais qui est quand même pas, qui est plutôt du même ordre de grandeur. Donc là, on peut observer du coup les mouvements des forces lors de l'activité de pédalage, hein, et on voit bien qu'on a du coup des grosses variations au niveau des efforts tangentiels qui se retrouvent un petit peu moins pour les efforts normaux. Avec les pics droits, comme vous voyez, à peu près au même endroit, même si là, il y a un plus gros pic à gauche. Si on regarde simplement le côté droit, on voit bien qu'on a les deux côtés. Je trouve qu'il n'y a pas de cisaillement sur le pic à gauche. On va essayer de comprendre pourquoi, mais dans notre essai, c'était comme ça. On s'est posé un petit peu la question, du coup, quelle est la différence entre le statique et le dynamique? Est-ce qu'il y a des différences significatives ou pas entre les efforts en statique et les efforts en dynamique? Donc, on a pu mettre en évidence que concernant le PPI, on avait une différence significative entre la moyenne de l'enregistrement et la condition statique, et entre le maximum de l'enregistrement et la condition statique, avec, comme vous pouvez le constater, pas des grosses différences non plus par rapport à l'effort en statique. Concernant l'effort tangentiel, là, en l'occurrence, on a beaucoup plus de différence des efforts entre le maximum en dynamique par rapport au statique, avec des valeurs quand même d'efforts en moyenne de l'enregistrement en dynamique qui restent inférieures au statique. Donc ça, c'est des questionnements qu'on peut encore se poser. Je vous en parlerai un petit peu plus tard sur ce qu'on se pose comme question après, une fois qu'on a récolté toutes ces données. On a été regarder également s'il y avait des différences entre les personnes valides et les personnes paraplégiques sur cette activité. Et là, du coup, on a mis en évidence qu'en effet, pour le PPI, on avait bien une différence entre les personnes valides et les personnes paraplégiques. Comme dans la littérature, on retrouve exactement la même chose pour le PPI. Concernant les efforts tangentiels, ce qui était intéressant, c'est que eh ben, on n'a pas retrouvé de différence significative entre les efforts, pour les efforts tangentiels entre les valides et les paraplégiques en conditions statiques. On a retrouvé une différence significative, mais comme vous pouvez constater, pas d'une grande amplitude euh, pour le maximum de l'enregistrement, avec des efforts moins importants chez les paraplégiques par rapport aux personnes valides. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Donc, il faut savoir quand même que bon, ça a quand même des limites, hein. On a essayé de documenter les efforts, mais ça a quand même des limites. L'activité de pédalage, c'est pas la propulsion manuelle. L'activité est de faible intensité. Est-ce qu'en grosse intensité, il se passe la même chose? Comme la fréquence d'acquisition est faible, il est possible qu'on manque un petit peu d'informations. Donc, ce qu'on peut résumer, c'est que les efforts normaux, bah, en dynamique, on est plutôt inférieur ou égal au statique. Est-ce que c'est protecteur? Au niveau des efforts tangentiels maximum en dynamique, on est vraiment supérieur au statique. Est-ce que c'est un danger? Quand on regarde la différence entre les valides et les paraplégiques, on peut voir que les efforts normaux sont variables et sensibles à la morphologie avec le PPI, comme on l'a pu le constater, chez les paraplégiques, comme dans la littérature. Concernant les efforts tangentiels, il n'y a pas de différence significative. Ça, c'était assez intéressant. En dynamique, l'amplitude des variations des efforts, il n'y a pas de différence entre les valides et les paraplégiques. Donc ça, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand je regarde l'amplitude de variation, finalement, eh ben, entre mes valides et mes paraplégiques, que ce soit pour les efforts normaux ou pour les efforts tangentiels, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux profils. Donc ça veut dire que la variation des efforts n'est pas forcément liée à l'état pathologique de la personne ou l'état d'utilisateur de fauteuil roulant. En application clinique de ces résultats, bah, ce qui peut être intéressant déjà pour vous directement, c'est que bah, la localisation des pics. Si vous avez localisé le pic normaux, bah, vous avez également localisé les pics tangentiels. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Que globalement, on a quand même beaucoup de choses qui sont similaires en dynamique et en statique. Donc ça veut dire que si on arrive à faire une évaluation statique, il y a de fortes chances que ça donne la même chose en dynamique. Donc ça facilite les analyses cliniques. Concernant les applications pour la recherche, mais qui vous concernent un petit peu moins, bah, ça veut dire que pour mieux comprendre encore les efforts tangentiels qui sont à l'interface homme-sèche, qui sont encore peu étudiés, eh ben, on pourrait recruter des participants valides et ça facilite quand même les recrutements et facilite la mise en place d'études.
Donc, je dirais pour compléter un petit peu et pour conclure par rapport à cette première étape, bah, quel est l'impact de l'activité sur les efforts à l'interface? Est-ce que c'est protecteur pour la prévention de plaies de pression? On aurait plutôt tendance à dire oui et non. Il faudrait avoir un petit peu plus de détails sur comment ça se passe en intracellulaire. On en parlera aussi un peu plus tard. Mais l'idée était quand même de se dire, c'est très bien tout ça, on a mesuré sur un siège expérimental, mais c'est pas la vie de tous les jours, c'est pas écologique, je peux pas évaluer mon patient et essayer de regarder un petit peu si ses efforts tangentiels sont plus importants, moins importants dans telle situation de réglage de fauteuil roulant ou d'activité, etc. Du coup, on s'est dit, bah, est-ce qu'on peut essayer de créer un modèle de prédiction de l'effort tangentiel? Qu'est-ce que c'est le machine learning déjà, pour que vous compreniez un petit peu, pour ceux qui sont un peu moins familiarisés avec le domaine. Donc, c'est pas du deep learning. Le deep learning, vous avez une boîte noire, vous donnez à manger, vous donnez une sortie, et puis la machine, elle fait quelque chose, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Dans le machine learning, il y a une petite boîte noire, mais elle est plus petite. C'est-à-dire que, en fait, vous connaissez le goût de votre gâteau et vous connaissez les ingrédients de votre gâteau. Ce que vous ne savez pas, c'est la recette. Et c'est la machine qui va essayer de vous construire cette recette. Et donc, c'est un peu le principe du machine learning, donc qui a quand même un petit peu plus de capacité de comprendre un petit peu comment la machine prédit les choses, ce qui, à mon sens, pour des paramètres en santé, pour l'instant, est quand même assez important d'essayer de comprendre comment la machine prédit. D'autant plus que c'est quand même de plus en plus utilisé pardon, dans l'ergonomie de l'assise pour classifier des postures, dans le fauteuil roulant pour l'aide au choix du fauteuil roulant, l'aide à la conduite, des détections de posture pour la prévention d'escarres déjà. Et puis, les travaux, une revue de littérature qui a été publiée en 2018 a montré que bah, c'était vraiment un outil vraiment important, le machine learning, pour la prévention des plaies de pression, parce qu'il fallait évaluer ce risque, et comme ce risque était multifactoriel, on allait avoir besoin de la machine pour nous aider. Donc, c'était pas déconnant, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, d'utiliser du machine learning pour essayer de prédire des efforts tangentiels. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, nous, on avait ce siège expérimental qui permettait de mesurer les efforts tangentiels globaux à l'assise. Donc, on a recruté 38 participants valides, 15 participants paraplégiques. On avait identifié, sur lesquels, alors j'ai oublié de vous dire, mais sur du coup le siège expérimental, on a pu mettre des nappes de pression qui, du coup, qui permettraient d'avoir les paramètres d'entrée de notre modèle. Et on a mis deux positions d'assise, une assise assez plate et une assise ergonomique, c'est-à-dire en gros qui respectait un petit peu la morphologie des utilisateurs pour essayer de simuler un peu deux conditions différentes et de nourrir un petit peu plus le modèle. On a du coup installé les personnes en statique hein, dessus parce qu'après multiples essais, il s'est trouvé qu'on ne pouvait pas créer directement un algorithme pour prédire du dynamique. Du coup, on s'est dit, bon, on va prédire d'abord du statique et on verra pour le dynamique dans un second temps. Donc, on avait identifié 12 paramètres et puis ben, on va tester plusieurs types d'algorithmes. C'est des familles d'algorithmes. Je vous passe un peu la complexité, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On va vérifier dans un premier temps qu'il n'y a pas de relation statistique entre les paramètres et l'effort tangentiel. Et on a choisi de le créer à partir des participants valides afin que le modèle puisse être compatible avec plus de personnes. Et si on l'avait créé avec les participants paraplégiques, on risquait d'avoir un biais et que ce modèle soit vraiment adapté à des personnes paraplégiques. Donc, 6 paramètres ont été retenus à l'issue de ce travail de sélection, qui est donc la force totale du dossier, un paramètre trigonométrique issu des travaux de Kobara qui permettait un peu de prédire l'effort tangentiel à partir de données biomécaniques. Donc, on avait des hauteurs et des distances grâce à nappe de pression, donc on pouvait recalculer ce paramètre qu'on a appelé KAE. La force totale des pieds, la force totale de l'assise, le centre des pressions du dossier, la localisation du centre de pression du dossier et la surface de contact de l'assise. Notre modèle de machine learning a montré du coup une erreur de 9,32 newtons, donc c'est quand même 14% de la valeur totale, ça reste encore important comme erreur, mais en soi, on est sur des plus petits efforts également, donc 14% enfin 9,32 newtons, c'est pas non plus beaucoup comme erreur si on regarde la valeur absolue.
Pour les paraplégiques, en revanche, bah, on voit bien que quand on a testé le modèle qu'on a créé sur les personnes valides, bah, sa généralisation auprès de personnes paraplégiques était un petit peu moins bonne puisqu'on avait 25,9 newtons d'erreur de mesure, soit 37% de la valeur moyenne. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu avoir une hiérarchisation des valeurs qui étaient encore conservées pour les efforts supérieurs à 60 newtons. En fait, il se trouve que dans nos patients paraplégiques, il y en avait un certain nombre qui avaient des tout petits efforts tangentiels. Or, dans nos personnes valides, on devait en avoir un trop petit nombre qui avaient des tout petits efforts tangentiels. Donc, je pense que notre modèle, il n'a pas été réussi à vraiment comprendre le fonctionnement des participants, des personnes qui ont peu d'efforts tangentiels. La répétabilité de la mesure est modérée et sa sensibilité au changement également. Ça, c'est des choses qu'on va tester quand on fait un nouvel outil. Donc, il faut montrer que bah, le modèle prédit des valeurs plus importantes chez le paraplégique. Il a tendance quand même à exagérer un petit peu le danger chez les paraplégiques. Alors, on dirait que ce n'est pas forcément très grave, mais il faudrait quand même qu'on arrive à les hiérarchiser correctement. Donc après, il y a le deep learning. Est-ce que le deep learning pourrait vraiment limiter pallier à cette limite? Je ne sais pas, faudrait réessayer. Mais on pourrait aussi se poser la question de réentraîner le modèle avec beaucoup plus de variabilité, d'efforts tangentiels statiques à la base, avec d'autres positions des participants valides. On a une faible variabilité des prédictions par rapport aux mesures, c'est-à-dire qu'on a un écart type en fait de nos prédictions qui est très faible par rapport à notre écart type de mesure, ce qui veut dire que le modèle a quand même tendance à venir centrer sa prédiction sur une certaine valeur. Concernant l'application clinique immédiate, pour l'instant, pour moi, il n'est pas assez précis pour être vraiment utilisable de façon clinique. Par contre, on a pu mettre en évidence lors de notre expérimentation précédente, quand on a documenté les efforts tangentiels, qu'il y avait une grosse corrélation entre le déplacement antéro-postérieur du centre des pressions, maximum du centre des pressions pendant l'enregistrement, et l'augmentation des efforts tangentiels. Euh, donc, on a un R carré à 0,98. Donc, on peut vraiment beaucoup plus se fier. Finalement, on ne va pas forcément prédire l'effort tangentiel, mais on pourrait prédire l'augmentation de l'effort tangentiel. Ce qui est quand même pas rien, puisqu'on voit bien qu'à l'activité, c'est un peu ce qui se passe. On a une grosse augmentation des efforts tangentiels, alors qu'on a très peu d'augmentation des efforts normaux pendant l'activité. Euh, et bon, bah, par rapport, quand on utilise ce modèle complet, bah, on voit qu'on a des erreurs qui sont similaires au modèle de machine learning en statique, ce qui montre bien que les erreurs viennent bien sûr du modèle statique et pas forcément de la relation statistique entre le déplacement du centre des pressions et l'augmentation des efforts tangentiels. Donc, les limites, bah, on a une valeur prédite qui est vraiment différente d'une valeur mesurée. On a une relation statistique dynamique qui vient quand même du pédalage. Donc, il faudrait peut-être essayer de voir si on peut en recréer une un peu plus à partir de la propulsion bimanuelle, par exemple. Mais bon, tout le monde ne propulse pas en bimanuel non plus. Et puis donc, on a des variabilités de prédiction qui sont faibles. Donc, ça montre qu'il va falloir nourrir un peu plus les algorithmes pour qu'ils aient un peu plus de disparité de mesures à prédire. Donc, c'est encourageant, mais c'est pas encore complètement utilisable en clinique. Donc, comme je vous le disais précédemment, bah, pour une application clinique immédiate, hein, on pourrait très bien aller regarder ce déplacement des centres de pression maximum pendant un enregistrement dynamique. C'est-à-dire, vous faites propulser votre patient sur une dizaine de mètres et vous allez regarder l'augmentation du déplacement du centre de pression, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit trop dynamique parce que ça ne marchera pas non plus, mais s'il reste en contact avec son dossier, des patients moins dynamiques, eh ben, peut-être que vous allez pouvoir améliorer les réglages en vue de prévenir des augmentations d'efforts tangentiels. Ensuite, on s'est dit, bah, c'est très bien tout ça. Maintenant, est-ce qu'on peut aller regarder et essayer de faire quelque chose de façon un peu plus écologique? Alors, c'est une expérimentation écologique, mais quand même un peu en laboratoire. Est-ce que du coup, après, ces efforts, bah, qui sont en statique, influencés par le réglage du fauteuil roulant, la posture et la pathologie, est-ce qu'en dynamique, ils le sont également? Donc, pour cette participation, pour cette expérimentation-là, du coup, on a proposé trois conditions. Une propulsion sur bimanuelle ou motorisée sur 10 mètres.
soit sur un sol lisse, soit sur un sol accidenté. Et sur un sol lisse, on a rajouté une condition où les patients devaient s'arrêter au milieu et redémarrer, sachant qu'à chaque fois, ils s'arrêtaient après la ligne orange que vous voyez sur l'écran et que l'enregistrement s'arrêtait à la ligne orange. Donc, on n'allait pas mesurer la décélération. Ils utilisaient leur fauteuil roulant personnel et donc on a exporté les paramètres qui permettaient à la fois de documenter les efforts comme le PPI, la localisation du PPI, le centre des pressions, etc. Mais également d'essayer de prédire les efforts tangentiels grâce à l'algorithme qu'on avait utilisé. Euh, euh, Du coup, on avait un petit peu donc des effets. On a été regarder du coup les effets des prédicteurs. Qu'est-ce qu'on appelle prédicteur? Bah, c'est par exemple le niveau neurologique. Est-ce que le niveau neurologique, parce qu'en fonction du niveau neurologique, je vais avoir des différences un peu différentes par rapport à si j'avais un niveau neurologique plus haut. Donc, on a regardé un peu les effets des prédicteurs, hein, comme vous pouvez voir sur la partie droite de l'écran, mais on a aussi regardé un petit peu la différence entre le statique et la propulsion sur sol lisse, la propulsion sur sol avec et sans arrêt sur sol lisse, et puis le sol lisse versus sol non lisse. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? On a repéré que le PPI dynamique était un peu en avant du PPI statique, mais que ce n'était pas significatif, mais ça correspond quand même aux données aussi de TAM et collaborateurs. On a pu remarquer que le PPI maximum variait entre 123% à 133% en fonction de la propulsion bimanuelle ou de la propulsion motorisée par rapport au PPI statique. On est dans les mêmes valeurs, ordres de grandeur que pour les études de Carnozek et Androni. Et puis, on a vu que plus on avait des conditions complexes, par exemple le bimanuel versus motorisé, ou l'arrêt versus sans arrêt, ou sol non lisse versus sol lisse, l'amplitude de variation des efforts, c'est-à-dire le signal qui se fait, bah, qui a lieu quand on propulse, puisque quand on propulse, bah, en tout cas en bimanuel, on appuie un petit peu sur les mains courantes, donc on a tendance quand même à se soulager un petit peu. Et ben, cette amplitude de variation, ce signal pour les efforts normaux, et ben, il était beaucoup plus important. Concernant les efforts tangentiels, ben, on a pu mettre en évidence qu'en bimanuel, ben, les efforts tangentiels étaient plus élevés qu'en motorisé. Donc là, on a prédit à chaque fois le maximum de l'effort, le maximum temporel. Et pareil pour sol non lisse versus sol lisse. Donc c'est plus élevé pour une condition un petit peu plus complexe. Puis après, donc, concernant les prédicteurs, donc sur sol lisse, on a pu mettre en évidence que l'effort tangentiel maximum bah, était plus important sur des coussins air que sur un coussin mousse, plus important quand l'angle tronc-cuisse était fermé par rapport à un angle tronc-cuisse plus ouvert. Et pour le PPI max, bah, que quand le bassin était rétroversé, bah, ils augmentaient plus les PPI que quand le bassin était neutre. Après, ils augmentent plus, ça ne veut pas forcément dire, on a toujours standardisé par rapport au PPI statique, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne soient pas plus protégés à la base, parce que s'ils sont rétroversés, ils sont peut-être sur leur branche sciatique et pas sur leur ischion, donc peut-être plus protégés. Donc est-ce que c'est important? Est-ce que c'est grave? Il faudra toujours de toute façon votre analyse clinique pour compléter ces données de recherche. Pour continuer, la propulsion avec arrêt nous a montré bah, qu'on avait une influence sur la pression moyenne spatiale, plutôt en lien avec la bascule arrière du fauteuil roulant par rapport à un fauteuil qui est plutôt à l'horizontale. Ce qui est aussi logique aussi par rapport à la position et la capacité de posture et de rééquilibrage de nos patients. Concernant les sols non lisses, là, on a des informations intéressantes sur l'effort tangentiel maximum, qui, du coup, pareil, est plus important sur coussin à air et plus important si la lésion est haute que si la lésion est basse. Et pour le PPI max, et ben là, on a mis en évidence un effet du dossier. Avec un dossier rigide, et ben sur sol non lisse, on a plus d'efforts, d'efforts le peak pressure index, il est plus élevé que quand on a un dossier souple, ce qui va sans doute dire qu'on a une partie de l'énergie vu que c'est plus difficile, on a une partie de l'énergie qui part dans le dossier, alors que quand on a un dossier rigide, bah, elle part directement sur les ischios. Bon, donc là, bah, les limites quand même de ces données, bah, c'est qu'on a utilisé les modèles de prédiction avec toutes les limites que je vous expliquais précédemment, que la fréquence d'acquisition de la nappe a été quand même pas extrêmement
continue pendant les enregistrements, malheureusement. Ouais, avec l'interface Bluetooth, on a eu des variations de la fréquence d'acquisition, ce qui fait que le centre des pressions, bah, l'exploitation du maximum de déplacement du centre des pressions, bah, ça pourrait être discuté. On n'a pas pu faire d'analyse cyclique et ce serait quand même intéressant d'aller faire des analyses cycliques, surtout pour la propulsion bimanuelle, mais ça, il faudrait des fréquences d'acquisition beaucoup plus importantes au niveau des nappes de pression. Et même si le recrutement il est important, il reste trop faible par rapport à nos prédicteurs. On a tellement de prédicteurs potentiels chez les utilisateurs de fauteuils roulants que du coup, on peut pas. Enfin, il faudrait des échantillons énormes pour essayer d'aller étudier tous les prédicteurs en même temps. Donc pour conclure, la variation des efforts normaux et maximum de l'effort tangentiel, bah, ils augmentent avec la complexité de l'activité. Est-ce que c'est une protection ou un danger? Les efforts statiques sont influencés par les réglages et également les efforts dynamiques sont également influencés par les réglages, la posture et la pathologie des utilisateurs de fauteuils roulants, soit causés par l'activité motrice du haut du corps, soit par l'accélération et la décélération du fauteuil. Concernant les applications cliniques, bah, là, en termes de localisation de PPI, donc tout à l'heure sur le conformateur, sur le siège expérimental, ils étaient au même endroit. Là, sur un nappe de pression, on a vu qu'il y avait un petit déplacement, mais il n'était pas significatif. Donc, on pourrait dire qu'ils sont sensiblement au même endroit, en statique et en dynamique. Ça veut dire que si vous faites une évaluation statique de vos utilisateurs de fauteuil roulant avec votre nappe de pression, eh ben, vous avez identifié la localisation des PPI également pour du dynamique qu'on avait quand même un rôle de la position du bassin, avec quand même un bassin rétroversé et plus d'augmentation du PPI max. Ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément, mais qui est assez intéressant et puis en fait assez logique, puisqu'on vient un peu plus buter sur l'avant pour essayer de freiner le glissement antérieur du bassin. Le rôle de la posture, bah, plus on est assis droit, plus on a augmentation des efforts tangentiels, ce qui est assez logique, hein, on a moins de capacité de s'immerger dans son fauteuil. Puis bah, le rôle du matériel avec des dossiers rigides, les coussins à air qui ont un effet sur les PPI et l'effort tangentiel maximum, qui permet de guider un peu sur de nouvelles bonnes pratiques cliniques. Quelle perspective? Bah déjà, l'application clinique immédiate, ce que j'ai envie de vous dire, c'est venez regarder directement bah, vos déplacements antéro-postérieurs de centre de pression avec vos nappes de pression lorsque vous voulez évaluer une activité dynamique. Vous savez qu'il sera de toute façon corrélé, très fortement corrélé à l'augmentation des efforts tangentiels. Donc, si vous sentez que votre patient il a tendance à glisser parce que c'est un excès d'efforts tangentiels, eh ben, regardez un petit peu ça, changez, modifiez un petit peu vos réglages pour essayer de limiter cet effort en dynamique. Pour l'activité, est-ce que ça limite les risques d'escar? Je reste toujours sur ma question oui et non. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un rôle il y a une variation de ces efforts au cours du temps et de l'activité. Et cette variation d'efforts, en fait, elle pourrait être en fait protectrice ou lésionnante, puisque elle pourrait être protectrice parce qu'elle pourrait permettre une revascularisation, puisqu'on a un soulagement régulier de l'appui au moment de l'activité. Mais ça pourrait être lésionnant parce que, en fait, elle n'entraînerait pas un cisaillement antéro-postérieur au niveau de la cise, mais un cisaillement entre les cellules, qui va du coup blesser la cellule de la même manière que si vous lui mettez de la pression et du cisaillement à sa superficie. Deux cellules entre elles, si elles bougent l'une contre l'autre, elles cisaillent l'une contre l'autre et elles peuvent se mettre de la pression en plus, et ben on a quand même des cisaillements intracellulaires. Et c'est les cisaillements intracellulaires hein, qui vont associés à de la pression qui vont entraîner une lésion tissulaire et donc une plaie de pression. Il ne faut pas, faut pas oublier quand même que le mécanisme physiopathologique de l'escar, il est vraiment au niveau cellulaire, les cisaillements ont vraiment été décrits au niveau cellulaire. Nous, on parle de l'interface homme-siège. Donc, qu'est-ce que c'est que vraiment l'impact des cisaillements à l'interface homme-siège sur les cellules à l'intérieur? Ben, c'est encore des questions qui sont à répondre. Et puis surtout, ça, c'est moins de mon domaine puisqu'on est vraiment sur de la modélisation biomécanique tissulaire. Et ça, moi, j'y m'y connais un petit peu moins. Donc ça, voilà, c'est le questionnement encore en route suite à ce travail de thèse. Moi, j'en ai fini pour la présentation et je voulais vous remercier de votre attention.
pas si j'ai tenu le temps ou si j'étais plus rapide, mais C'était excellent. Ça va nous merci. laisser le temps pour une période de questions si les gens ont des questions, des trucs à Je vais clarifier, le des questions pour la pratique clinique.